Merci beaucoup Xavier. Bonjour à toutes et à tous. En espérant évidemment que ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, comme c'est enregistré, pourront bénéficier du débat par après. Je remercie d'emblée la qualité des travaux préparatoires, l'organisation de l'ARES et les équipes de l'ARES et l'enthousiasme des membres à venir participer à nos webinaires. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Xavier, on traitera du référentiel en matière de sciences qui a été revu en profondeur. Vous savez que les sciences occupent une place essentielle dans notre société. On ne le mesure pas toujours, malheureusement, alors qu'en termes de santé, on est bien placé pour le savoir, en termes de ce qu'on vit en pandémie, on ne parle que de vaccins, de médecine et de gestion liés directement à la science, au climat, le problème climatique, on en parle régulièrement, à l'environnement, à la technologie. Donc, effectivement, ce sont des concepts fondamentaux qui sont utilisés régulièrement et qui parfois sont toujours bien compris, d'où l'occasion de les approfondir et surtout dès le plus jeune âge, et donc de développer un raisonnement critique en matière progressive du langage spécifique, notamment au niveau des sciences. Et donc l'objectif de cette future formation scientifique est de former les étudiants de manière sérieuse, de sortir des croyances et d'avoir effectivement un regard critique et objectif sur ce que sont les sciences et ce qu'elles permettent en termes de développement et de compréhension du monde qui nous entoure. Et donc, face à la place importante qu'elles occupent dans nos sociétés, la technologie est évidemment omniprésente. On observe malheureusement une baisse d'intérêt quand on voit les filières scientifiques aujourd'hui. Et donc, c'est l'occasion de renforcer l'attrait potentiel des sciences dans le futur qu'en formant au mieux les plus jeunes à cette matière. Et donc, c'est le but notamment de nos échanges du jour. Et sans plus attendre, je vous recède la parole. Bonne journée, bon travail. Eh bien voilà la cellule d'appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, donc la RFIE, composée de 3 personnes, dont moi-même, Cathy Botson et Sabrina Piccini. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle session de webinaire sur le référentiel des sciences. L'idée de la cellule d'appui, c'est de coordonner, de faciliter la mise en place de la réforme de la formation initiale des enseignants et donc de faciliter des rencontres entre les conseillers RFIE, les acteurs de la RFIE dans les différents établissements et les personnes, les acteurs qui sont directement et indirectement liés à cette réforme. Et ici, c'est avec l'enseignement obligatoire et un des chantiers clés qui est le référentiel du tronc commun. Et donc, l'objectif de cette rencontre, comme je le rappelle à chaque fois, mais je pense que c'est vraiment important, n'est pas de vous demander de proposer des changements. C'est trop tard, en tout cas dans ce cadre plus, je dirais, informel. Ici, les seuls changements qui seront encore possibles, c'est dans le cadre du débat parlementaire qui auront lieu dans les prochaines semaines autour de la finalisation du décrétal de ces référentiels. Donc, on ne peut pas proposer d'objectifs. Par contre, l'idée, c'est de vous faire découvrir, faire une première découverte du référentiel des sciences. En tant que personne qui travaille dans le domaine de la formation initiale des enseignants, c'est essentiel. Et ça vous permettra d'adapter vos programmes et de pouvoir les présenter aux futurs enseignants. Alors, la présentation, comme toujours, est en 2 parties. Une première partie présentant la structure, les spécificités de ce référentiel, les nouveautés, la continuité, le continuum avec le référentiel précédent, donc les socles de compétences, ainsi qu'une présentation de la progression des contenus tout au long de ce tronc commun, de la première primaire à la 3e secondaire. Alors, vous avez eu l'occasion de poser des questions préalablement. Certaines de ces questions il y aura une réponse durant cette première partie. Et le jeu de questions-réponses viendra dans la 2e partie, après un moment de pause de 15 minutes, où on répondra à l'ensemble des questions posées. Alors, les intervenants de notre webinaire d'aujourd'hui
sont au nombre de deux et nous les remercions pour leur implication et le temps qu'ils ont consacré à cette présentation. Donc il s'agit de Nathalie Mattis, didacticienne en chimie à la Haute École Vinci et qui est la présidente du groupe à tâches de ce référentiel, ainsi que Kathleen Jacquemin, inspectrice du continuum pédagogique dans l'enseignement primaire. Et comme à l'habitude, nous avons une troisième, en tout cas en rôle de back-office pour répondre aux questions transversales, la présence de Geoffroy Leclerc, qui est coordinateur à l'AGE sur le chantier justement numéro 2 portant sur cette mise en œuvre du tronc commun renforcé. Merci pour votre disponibilité, votre écoute, et je cède directement la parole à Nathalie pour la présentation de cette première partie. Bonjour à vous tous. Je suis honorée de présenter ce nouveau référentiel de sciences aujourd'hui et je remercie Laurent Despy d'avoir mis en évidence les enjeux sociétaux liés aux sciences et l'importance de cette formation. Donc, les objectifs que nous allons poursuivre aujourd'hui, c'est bien de mettre en évidence les nouveautés, de mettre en évidence également le continuum, la progression des apprentissages qui sont proposés dans ce nouveau référentiel et de vous soumettre quelques points d'attention et d'exemplifier les grandes visées, les grands enjeux de ce référentiel. Je vous propose donc de travailler selon le plan suivant, donc de replacer ce référentiel au sein du domaine, d'évoquer l'articulation importante entre sciences et la formation manuelle, technique et technologique et numérique. Je vais également évoquer la commande du cabinet, le processus de conception pour ensuite donner du sens aux enjeux et visées qui ont été choisis et mettre en évidence également tout ce qui concerne la précision, la progression, tant dans les concepts principaux que dans les savoirs des démarches d'investigation. Nous terminerons par évoquer les croisements entre les différents référentiels et les visées transversales pour ensuite conclure dans environ 1 heure. Bien, alors au niveau du domaine 3 qui concerne la formation mathématique, scientifique et technique, on trouve 3 référentiels qui sont en interconnexion. Il y a de nombreux croisements entre eux et c'était vraiment la volonté de travailler main dans la main et de se voir pendant le processus pour établir des liens de manière peut-être très proche entre sciences et formation manuelle, technique, technologique et numérique, puisque au primaire, ces deux disciplines sont fusionnées au sein d'un même parcours. Comme vous le voyez sur la dia que vous avez sous les yeux, en fait, durant les 6 années primaires, nous disposons de 3 périodes par semaine pour travailler à la fois les sciences et le manuel technique, technologique et numérique. Durant le secondaire, nous disposons de 3 périodes pour les sciences avec une égale quantité prévue pour les chimies, physique et biologie. Et alors, en formation manuelle technique technologique, on passe de 3 périodes en S1 et 2 périodes en S2, S3. Remarquez toutefois que même en secondaire, il y a de nombreux liens en fait entre ces deux référentiels. Il y a de nombreux endroits où nous pourrons travailler dans des projets communs. Alors, sur la dia que vous avez sous les yeux, vous pouvez voir les éléments de commande du cabinet, donc la commande sur laquelle nous avons dû travailler, essentiellement travailler sur le quoi enseigner, ça c'était vraiment la commande principale. Également, en ayant un petit focus sur la précision et le souci de la progression, la commande était bien entendu de travailler en découpage par année. Alors, c'était une obligation, ça a été parfois un choix compliqué pour répartir les concepts ou les savoirs, savoir-faire et compétences par année, mais on s'est laissé finalement du temps pour des consolidations de certains savoir-faire liés notamment aux démarches scientifiques pour lesquelles les élèves ont plusieurs années pour atteindre les attendus visés. Alors, nous avons également
choisi de faire, enfin, nous avions également dans la commande une progression selon une logique spiralaire avec une identification des sauts cognitifs et des points de rupture. Alors, tout au long du référentiel, nous avons dû être attentifs à la modestie, au réalisme. Il était vraiment important de se focaliser sur ce qui n'était pas permis d'ignorer et ça a nécessité effectivement des élagages, voire des deuils par moment pour se centrer vraiment sur les essentiels. Alors, ce découpage en attendu permet de rendre finalement l'implicite explicite. Nous avons également dans la commande la nécessité de motiver les choix que nous avons posés dans des introductions, de veiller à une cohérence verticale et horizontale, de veiller à un équilibre entre les savoirs et les compétences, de renforcer la langue maternelle et surtout de soutenir le désir et le plaisir d'apprendre. Pour ce référentiel spécifique sciences, nous avions un cahier des charges qui était particulier, qui était un peu différent. Donc, dans la dia précédente, je vous ai présenté la commande du cabinet pour tous les référentiels. Ici, en ce qui concerne les sciences, nous avions une demande de distinguer progressivement les 3 sciences de base et donc d'introduire finalement la physique, la chimie et la biologie de manière progressive, mais en même temps. C'est pour ça que vous avez sans doute remarqué que la chimie, la physique et la biologie se placent un peu sur le même pied dès la première secondaire. Alors, dans la commande, il y avait également des connaissances et méthodologiques spécifiques pour explorer et expliquer le monde. Donc, afin d'amener les élèves à poser des questions et apporter des réponses qui sont étayées par des arguments, de travailler l'esprit critique. Nous avions également comme objectif, dès le départ, de mettre en évidence des principes élémentaires de la nature dans des disciplines habituelles, biologie, chimie, physique, milieu naturel, écosystème, mais aussi en géologie. Et vous verrez que pour ceux qui ont déjà lu le référentiel, il y a des éléments de géographie physique dedans. Alors, nous avons également travaillé sur la méthode scientifique et les démarches d'investigation scientifique puisque c'était la commande. Alors, je vais vous présenter justement maintenant le process de construction de ce référentiel pour que vous compreniez en fait comment on en est arrivé là et quels sont les différents acteurs qui ont participé à ce processus. Alors, nous étions en moyenne 15 personnes. C'est un groupe qui a été en fait assez stable durant ces 2 années. J'en profite pour les remercier très chaleureusement parce que chacun s'est vraiment impliqué de manière entière et ça a été une période très riche au niveau des discussions. Donc, nous nous voyons une fois par semaine en période scolaire. Nous avons eu la chance de rencontrer des collègues de didactique, notamment Valérie Quitre qui est ici présente aujourd'hui, mais également d'autres spécialistes en didactique des sciences, mais également en éducation relative à l'environnement, en éducation relative à la vie sexuelle et affective, et plus récemment dans le groupe femmes, dans la spécialité de la dimension de genre. Donc, nous avons eu l'occasion de travailler sur base de ressources diverses, notamment le consortium Sciences, qui avait proposé déjà des pistes très concrètes. Je remercie également les personnes qui ont travaillé dans ce consortium Sciences pour avoir déjà amorcé finalement la ligne de conduite de ce référentiel. Nous avons travaillé sur base de curricula d'autres pays qui étaient vraiment intéressants parce que ça nous permettait de prendre conscience finalement des enjeux des sciences dans d'autres pays et des points d'attention qu'ils apportaient en lien avec leur culture. Mais voilà, on s'est basé également sur des recherches en didactique des sciences et d'autres lectures. Nous avons été accompagnés dans ce travail. Nous avons été accompagnés par un comité de lecture issu du terrain. Donc, il y avait une dizaine d'enseignants à la fois du primaire et du secondaire qui ont lu les différents intermédiaires du référentiel et que nous avons rencontrés pour pouvoir ajuster en fonction de la réalité de terrain. Et bien évidemment, nous avons été suivis de manière très active par la commission des référentiels à qui nous avons dû faire de nombreux rapports et de qui nous avons reçu des commentaires et des recommandations. Lorsque nous avons commencé le projet, nous sommes partis en fait du profil de sortie des élèves à 15 ans. C'était une bonne question de départ de se poser qu'est-ce qu'on attend finalement d'un jeune de 15 ans au niveau des sciences, sachant qu'il y a des enjeux sociétaux à soutenir, mais il y a également
une volonté de construire une vision du métier scientifique qui participe aussi à l'orientation des élèves dans les sciences et également de mettre en évidence les éventuelles représentations, conceptions qui posent problème encore à 15 ans. À partir de ce profil de sortie, nous avons déconstruit une série d'attendus pour identifier des objectifs d'apprentissage incontournables. On s'est vraiment centré sur des incontournables. Et de là, on a planifié année par année en veillant à une gradation tenant compte des sauts cognitifs liés aux âges, mais en étant aussi attentif à l'aspect spiralaire, donc en revenant sur certains acquis pour les dépasser, pour aller plus loin, en ajoutant, en profitant de ces points de rupture pour ajouter des niveaux de difficulté. Et puis, en cours de processus, ça apparaît sur votre dia, ça apparaît en bas, mais ça s'est vraiment fait en cours de processus. Nous avons rencontré les différents autres groupes de travail et notamment le groupe fondamental pour faire des croisements, pour tuiler aussi, pour mettre en lien finalement ce référentiel qui commence en première primaire avec celui du maternel, du maternel. Et pour croiser aussi avec les autres disciplines, notamment en FMTTN, mais aussi en géographie, en maths, et puis en français ou d'autres disciplines. C'est vrai qu'on a fait le focus spécialement sur les disciplines du domaine, mais voilà, on a été attentif quand même au croisement avec les autres domaines. De cette longue réflexion, de cette déconstruction et reconstruction, nous en sommes arrivés assez vite, en fait, à choisir 4 visées qui sont vraiment en lien, nous semble-t-il, avec les enjeux et les objectifs d'un cours de sciences. Ces 4 visées, c'est la colonne vertébrale du référentiel et elles sont tout en fait en lien avec les éléments du cahier des charges. Alors, ces éléments du cahier des charges, vous les trouvez du côté droit de la dia, donc qui sont sur fond bleu clair. Je les ai mis en lien ici avec les différentes visées. Donc ces 4 visées, vous les retrouverez tout au long du tronc commun. Donc on a une visée qui concerne la pratique des sciences, une visée qui concerne l'apprentissage plus conceptuel, les apprentissages conceptuels, mais aussi d'un certain nombre de savoir-faire et de compétences. Vous avez une 3e visée qui concerne l'apprentissage à propos des sciences, donc une façon de poser un regard sur la construction des savoirs scientifiques, et une 4e visée qui concerne l'orientation des choix en s'appuyant sur des connaissances. Donc c'est une visée qui va contribuer en fait à distinguer sciences et croyances et à entraîner les élèves à exercer leur esprit critique. Je vais détailler en fait chacune de ces visites de ces visées dans les dias qui suivent, à commencer par la visée numéro 1. Cette visée est pratiquer des sciences. Comme vous pouvez la voir sur la dia, est représentée par un diagramme circulaire qui est en lien avec ce qui se trouve actuellement dans les socles de compétences, mais amène un élément nouveau. Comme vous pouvez le voir, on retrouve les 3 parties importantes, la partie se questionner, proposer une explication, une hypothèse, une partie qui concerne davantage l'investigation, la recherche, et puis une partie qui concerne davantage la restructuration, la synthèse, la communication de ce qui a été découvert et appris. Ce qui est particulier dans ce schéma est peut-être nouveau, en tout cas plus explicite par rapport au socle de compétences précédent, c'est cette présentation, quand vous voyez la colonne vertébrale investiguée, vous avez de part et d'autre, à gauche et à droite, toute une série de cadres qui, en fait, sont des savoir-faire qui vont être travaillés tout au long du processus lié aux démarches d'investigation. Et ces 2 séries de rectangles sont en lien avec 2 façons de voir le monde. Du côté gauche, vous avez une série de savoir-faire qui sont en lien avec une façon de se représenter le monde, comment on imagine que le monde est, comment est-ce qu'on imagine des solutions aux problèmes, comment est-ce qu'on imagine des pistes d'investigation. On peut débattre, confronter comment on voit les choses entre nous. On peut faire évoluer des hypothèses. Moi, je pense, je m'imagine les choses comme ça, je les fais évoluer.
on peut élaborer des modèles ou des représentations ou des modèles scientifiques. Donc, on est vraiment dans le monde quelque part de l'imaginaire, de l'imaginaire créatif. Et du côté droit, vous trouvez 4 cadres qui sont plutôt en lien alors avec une confrontation au réel. Par exemple, l'observation, l'expérimentation, la consultation de personnes ressources, de documents, l'utilisation de modèles scientifiques ou de représentations qui sont validés. Et donc, on a ces allers-retours permanents entre une représentation du monde et une confrontation au réel. Et ça, je pense que ça n'apparaissait pas de manière explicite auparavant, et donc c'était vraiment important pour nous de le faire apparaître. Et vous voyez tout au long, tout autour finalement de la figure, vous voyez qu'il est noté garder des traces. Donc on a ce souci d'accompagner les élèves dans le maintien de traces écrites, orales, figuratives et autres, pour pouvoir le faire avancer dans le processus. Nous estimons qu'en fait cette visée va être très, très utile, va être mobilisée au moment de la pratique des sciences, mais au moment de la construction des savoirs et va contribuer à la compréhension du monde par les élèves. Cette visée se traduit par un tableau. Alors, il est très petit ici à l'écran. L'idée, c'est que vous ayez une vue générale, hein. Il se trouve dans le référentiel à la page 20. Vous pouvez vous y référer. C'est un tableau général qui est valable pour tout le tronc commun. Et donc, pour chacune des grandes parties, se questionner, investiguer, structurer, vous retrouvez des savoir-faire qui sont présentés en gras, qui sont vraiment les savoir-faire génériques et qui sont découpés en savoir-faire plus précis juste en dessous pour chacun d'entre eux. Vous voyez que dans le tableau, il y a un moment où il y a 2 colonnes, la représentation du monde et la confrontation au réel, parce qu'on tenait quand même à faire apparaître ça dans ce tableau ici en introduction. On n'a pas su le faire apparaître tout au long des années, mais ici, il apparaît dans l'introduction. Ces savoir-faire vont être, je vous le montrerai juste après, déclinés selon une progression pendant tout le tronc commun. Alors, à ces savoir-faire s'ajoutent évidemment des attitudes comme la curiosité, l'effort, la persévérance, l'esprit d'équipe, hein, vous les avez là sur la dia, qui nous semblent vraiment intéressantes au niveau transversal et qui contribuent à faire finalement de nos jeunes à 15 ans, finalement des jeunes qui vont pouvoir regarder la société qui les entoure avec un certain regard critique, qui vont pouvoir se positionner à un moment donné en argumentant sur base de faits scientifiques, avec un certain équilibre entre l'ouverture d'esprit et le doute à sa place en science, pouvoir coopérer entre eux, prendre des responsabilités, etc. Donc on a vraiment une série d'attitudes qui accompagnent en fait ces savoir-faire qui sont proposés. Alors, vous avez un exemple, vous allez voir que pendant la présentation, je vais vous présenter chaque fois des exemples issus du référentiel en précisant à quelle année il se réfère, de façon à ce que vous compreniez bien finalement les liens entre cette introduction générale sur les enjeux et les choix qui sont posés année par année. En 3e primaire, comme vous voyez indiqué en haut à gauche de la dia, en 3e primaire, vous avez en introduction un point sur la démarche d'investigation scientifique avec une introduction générale et puis un tableau. Et dans ce tableau, vous retrouvez les différents savoir-faire génériques, ceux qui étaient finalement dans le tableau de la dia précédente, ceux qui étaient proposés ici, hein, tous ces savoir-faire-là. Il y a les savoir-faire généraux et puis les savoir-faire un petit peu plus spécifiques. Vous les retrouvez ici. Et pour chacun de ces savoir-faire, on a formulé dans la colonne de gauche un attendu. Donc, nous avons choisi un attendu qui correspond au développement de l'enfant, à ce qu'il a appris avant et avec en point de mire ce qu'on attend de l'élève à 15 ans. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs pour ces attendus. Il y a une version grisée et une version qui est en caractère noir. La version grisée, elle est grisée parce qu'en fait, c'est un attendu qui a été déjà travaillé les années précédentes. Donc, en fait, certains attendus vont nécessiter plusieurs années avant d'être considérés comme étant atteints par les élèves et comme pouvant être certifiés. Par contre, de nouveaux attendus, comme ceux notés dans la colonne de gauche en noir, sont des attendus qui sont peut-être nouveaux ou partiellement nouveaux pour l'année
Et ces attendus-là, ils sont en cours d'acquisition par les élèves. C'est ce qu'on attend d'eux progressivement d'installer, mais on se laisse du temps. Et donc ça, c'est peut-être une nuance qu'on a apportée à la gradation par année de la liste des savoirs, savoir-faire et compétences. C'est que pour les savoir-faire, la démarche d'investigation, on a essayé de tabler sur parfois plusieurs années, 2 ans, parfois 3, et donc on laisse parfois plus de temps aux élèves pour acquérir ces savoir-faire. En ce qui concerne la visée numéro 2, qui concerne l'apprentissage de concepts scientifiques, on a voulu intégrer 4 principes fondamentaux au travers de champs disciplinaires qui s'interpénètrent. Donc, vous avez ici l'exemple sur l'illustration côté gauche, l'exemple des vivants, matière, énergie. Donc, on a un peu comme 3 sphères de concepts, de mondes qui s'interpénètrent. Et au croisement de tout cela, nous avons 4 grands principes fondamentaux qui sont les principes fondamentaux qui régissent finalement l'étude des sciences ou qui régissent l'univers, si je puis dire, qu'on retrouve dans toutes les disciplines, hein, qui sont vraiment, qui transparaissent hein, dans toutes les disciplines. Ces 4 grands principes fondamentaux sont la constitution et l'organisation, la transformation et la conservation, les interactions et l'unité et diversité. Alors, ces grands principes fondamentaux, je dirais que c'est vraiment ce avec quoi l'élève doit sortir à 15 ans. Il faut qu'il ait intégré que tout ce qui l'entoure est constitué de choses, d'éléments plus petits ou plus fragmentaires qui sont organisés. Il faut que l'élève à 15 ans ait vraiment intégré l'idée qu'il y a beaucoup de transformations au sein de la matière vivante, au sein de la matière non vivante, dans les processus, et qu'au cours de cette transformation, il y a un certain nombre de choses qui sont conservées. On évoque ici, par exemple, la conservation de la masse ou la conservation de l'énergie. Alors, je parle ici du jeune à 15 ans, parce qu'on sait qu'au-delà de 15 ans, l'idée de conservation de masse et d'énergie se transforme lui aussi en autre chose, mais je ne me focaliserai pas là-dessus ici. Ici, on est vraiment à 15 ans. Et c'est d'autant plus important que dans son observation du monde qui l'entoure, dans des problématiques comme les problématiques liées à la gestion de l'eau, à la sécheresse ou bien au cycle de vie des matériaux ou des analyses de cycle de vie qui sont maintenant de plus en plus présentes dans les parcours scientifiques, l'idée que la matière se transforme et qu'un certain nombre de choses se conservent, c'est vraiment important que ce soit intégré. Alors le principe des interactions également est fort important puisqu'on sait que les objets sont perpétuelle interaction, les vivants sont en interaction, les phénomènes sont en interaction les uns les autres, et ces liens finalement de cause à effet ou d'interaction qui vont être intégrés par le jeune de manière relativement forte à 15 ans va lui permettre finalement de poser un regard sur les phénomènes qui l'entourent et d'accéder finalement à la complexité et aux approches systémiques des phénomènes. Le principe fondamental unité et diversité est aussi effectivement très très important puisque derrière la diversité qui nous entoure, on peut toujours retrouver des éléments unitaires et ça permet de comprendre finalement cette diversité et voilà, c'est aussi un principe fondamental sur lequel il est important d'insister. Ces principes fondamentaux se retrouvent dans des thèmes qui sont que vous retrouvez dans le tableau synoptique de droite sur votre slide. Donc, dans le tableau synoptique de droite, j'ai pris un tableau qui est issu de la 4e primaire. Vous retrouvez en vert les vivants, en orange la matière, rose orangé, et en jaune l'énergie. Et chacune de ces sphères conceptuelles est découpée en différents items, en différents thèmes. Et ces thèmes, comme vous le voyez, sont travaillés tout au long du cursus. Alors, dans chaque introduction de chapitre, vous avez vu qu'on retrouve finalement ce tableau synoptique avec en grisé, comme vous l'avez ici à l'écran, en P4, les thèmes qui sont abordés en lien alors avec ce qui précède et ce qui suit, de façon à montrer à l'enseignant finalement à quel moment ce thème a déjà été traité
et à quel moment il sera encore traité. Le choix des années dans lesquelles on fait référence à ces différents thèmes a été finalement dicté par les sauts cognitifs nécessaires, par aussi les liens avec le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique. Et voilà, par les liens, donc il y a une cohérence en fait à la fois horizontale, à la fois avec les autres référentiels, à la fois verticale. Donc le choix de ces thèmes par année, il a vraiment été le fruit de nombreux débats, de réflexions, d'allers-retours, de deuil, voilà, c'est vraiment le résultat d'une longue réflexion. Alors, exemple justement pour cette quatrième primaire, je vais revenir sur un des points. Donc, vous voyez ici dans la partie matière, les états de la matière et les changements d'état. Ici, en quatrième primaire, à la page 51, vous pouvez retrouver dans l'introduction le cycle naturel de l'eau. La dia est très petite, mais vous voyez très bien en tout cas les trois paragraphes. Donc, dans chaque introduction de partie, on retrouve un paragraphe qui fait le lien avec ce qui précède, un paragraphe qui précise ce qui est fait dans l'année en cours, et un troisième paragraphe qui fait le lien avec ce qui sera fait après. Donc, cette introduction en 3 paragraphes, vous la trouverez dans toutes les parties du référentiel, tout au long du tronc commun. Et finalement, comment est-ce que ceci est décliné en termes de savoir, de savoir-faire et de compétences? Eh bien, c'est à travers 3 tableaux. Le choix de ces 3 tableaux est un choix qui finalement a fait l'objet qui est le même dans tous les référentiels, dans toutes les disciplines. C'est un choix qui est cohérent, qui va donner de la cohérence à l'ensemble des référentiels. Donc, ce n'est pas un choix que nous avons fait. C'est un choix dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des savoirs. Colonne de gauche, vous voyez que ce sont les thèmes abordés. Donc, c'est plus une colonne pour les enseignants. Et dans la colonne de droite, vous trouvez les attendus. Qu'est-ce qu'on attend de l'élève à un moment donné? Pour les savoir-faire, c'est la même chose. Vous avez les savoir-faire, donc les savoir-faire génériques qu'on trouve aussi dans les démarches d'investigation, mais pas que, et des attendus qui sont plus spécifiques. Et c'est vraiment ce qu'on attend des élèves à la fin de l'apprentissage. Et alors, si vous regardez un peu, dans la partie savoir-faire, on retrouve dans les attendus montrés expérimentalement que la glace, la pluie, la vapeur sont toutes de la même matière de l'eau et que la masse ne change pas. Voilà, en quatrième secondaire, un saut cognitif que nous avons voulu mettre en avant en quatrième secondaire et qui fait référence peut-être à... On a déjà parlé de l'eau auparavant, on a peut-être déjà parlé du cycle de l'eau auparavant, mais en quatrième secondaire, on va mettre le focus sur le fait que la matière ne change pas de nature, c'est toujours la même matière, c'est de l'eau, et que la masse est conservée lors de cette transformation. Donc ce saut-là est un saut qui est identifié pour cette année-là. Et c'est vraiment un exemple qui montre que dans tous les continuums que vous allez voir, dans tous les exemples que je vais vous montrer, c'est vraiment le même processus, c'est qu'on a identifié à quel moment on doit avoir quoi, parce qu'il y a un saut cognitif à ce moment-là, et on a voulu rendre ce saut cognitif tout à fait explicite. Et alors, vous trouvez également un troisième cadre, qui est le cadre compétences. Vous voyez en grisé que la visée est précisée. Alors ici, vous voyez que la visée qui est proposée, c'est apprendre les sciences. Mais en retravaillant un peu la présentation avec Madame Jacquemin, il est tout à fait évident que cette compétence ici s'inscrit très bien également dans la visée numéro 1, qui est de pratiquer des sciences, de mettre en place des démarches scientifiques pour décrire, expliquer, interpréter un phénomène, d'autant plus qu'ici on a vraiment affaire à quelque chose qui est complexe, décrire un cycle naturel de l'eau et qui peut vraiment partir d'une question de recherche intéressante, s'accompagner de formulations d'hypothèses, de propositions de pistes d'investigation, de recherche dans des documents de consultation de personnes de ressources, d'expérience. Et donc voilà, vous voyez que si on a mis dans ce cadre visée 2 apprendre les sciences, n'oubliez pas que c'est pas que, il y a aussi là derrière la visée 1
hein, puisqu'elle s'interpénêtre à un moment donné, mais aussi, vous verrez, la visée 3, voire la visée 4. Hein. Donc, on a mis une visée principale, mais d'autres peuvent être présentes aussi. Voilà. Ça apparaît à plusieurs endroits comme ça dans le référentiel. Voilà, alors autre exemple de visée, enfin autre visée, pardon, la visée numéro 3. Alors, cette visée numéro 3 concerne l'apprentissage à propos des sciences et concerne une forme de construction d'un regard sur la manière dont les sciences se construisent, les caractéristiques des sciences, les liens entre sciences et société, le raisonnement scientifique, la construction des savoirs scientifiques. On a une part épistémologique hein, là derrière. Vous allez retrouver dans cette visée 3 également des liens forcément avec les démarches d'investigation. Je vais vous montrer juste après comment. Et je vais vous montrer quelques exemples du référentiel qui propose des moments pendant lesquels on peut travailler cette construction du regard sur les sciences, hein, donc apprendre à propos des sciences. Par exemple, les démarches d'investigation scientifique sont vraiment des bons moments pour se questionner sur les caractéristiques des sciences, sur le raisonnement scientifique, sur la construction des savoirs scientifiques, sur la nécessité de collaborer, sur la présence du doute, du débat d'idées, des essais d'erreurs, des constructions de modèles explicatifs. Donc vraiment, ces deux visées-là, la visée 1 et la visée 3, sont vraiment au service l'une de l'autre. Et même si on peut regretter peut-être de ne pas voir de manière explicite cette visée numéro 3, apprendre à propos des sciences, dans le référentiel de manière assez fréquente, on peut le faire à tout moment où on pratique de la démarche scientifique, à tout moment finalement où on pratique des sciences. C'est une visée finalement qui peut être distillée tout au long du parcours. Alors bien sûr, nous avons proposé des exemples d'endroits où on peut mettre en avant cette visée-là. Alors un exemple, il y en a à la fois au primaire et au secondaire. Il y en a vraiment à tous les niveaux et il y a une porte ouverte pour le faire à tous les niveaux. Par exemple, en deuxième primaire, comme vous le voyez sur la dia, on a une compétence qui consiste à décrire, expliquer, interpréter un phénomène ou le fonctionnement d'un objet sur base d'une démarche d'investigation. Eh bien, quand on pratique cette démarche d'investigation, on peut, avec les élèves, réfléchir sur les méthodes scientifiques, sur la formulation d'hypothèses, l'observation, la collaboration et bien d'autres choses encore, et sur le fait qu'un modèle scientifique est valable aussi à un moment donné, dans un contexte donné, pour répondre à certaines questions et est susceptible d'évoluer. Alors, vous le voyez à travers les trois autres exemples, en S2, en P5 et en S3, trois exemples dans lesquels on retrouve de l'approche historique des concepts. Alors, on a en S2 Darwin, on a en P5 la représentation du système Soleil-Terre, et on a en S3, par exemple, la démarche de Mendeleïev. Alors, il y en a d'autres, vous en trouverez d'autres dans le référentiel, mais n'oubliez pas que c'est vraiment une visée qui peut être abordée à tout moment quand on fait des sciences, tant au primaire qu'au secondaire. Alors, en ce qui concerne la quatrième visée contribue finalement à ce que Laurent Despy a évoqué lors de son introduction, à la nécessité de faire des citoyens qui vont pouvoir se positionner dans les enjeux sociétaux liés aux sciences et la nécessité pour ces jeunes de pouvoir poser un choix en argumentant sur base de faits scientifiques. Ça contribue évidemment à distinguer science et croyance et c'est vraiment important que ces jeunes à 15 ans soient capables de se positionner sur base non pas de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, mais sur base d'arguments ou de faits scientifiques qu'ils ont découverts. Alors, vous avez ici les savoir-faire
et attitudes dans la colonne de gauche du tableau. On a choisi 3 grands savoir-faire et attitudes, hein. Se soucier de la santé, la sécurité et le respect de l'environnement, ça c'est un premier. Analyser, débattre, vous remarquez qu'on le trouve également dans la visée 1 des démarches d'investigation scientifique, et également poser un choix à agir en s'appuyant sur des faits scientifiques. Et pour chacun finalement de ces savoir-faire ou attitudes, on a identifié des attendus qui vont pouvoir être travaillés à un moment donné, parfois au choix de l'enseignant, parfois à des moments qui s'y prêtent davantage, qui ont été identifiés. 3 exemples au primaire. Sans rentrer dans le détail des exemples, remarquez que j'ai mis du côté droit de la DIA le lien, par exemple, pour le premier avec la santé, justifier des choix alimentaires. Alors attention qu'ici, c'est justifier des choix alimentaires en lien avec l'environnement et la santé. J'aurais pu rajouter santé et environnement, bien sûr. En P3, on a la réflexion sur les ressources en eau, mettre en évidence des impacts de notre vie sur la gestion de l'eau. Alors attention qu'à plusieurs moments, on va évoquer les impacts de l'homme. C'est toujours impact au sens positif et négatif. Donc, on va essayer d'aborder les deux quand on parle d'impact. Et puis, comme 3e exemple, en 6e primaire, on va évoquer l'énergie thermique et les moyens de réduire les pertes ou les pertes d'énergie thermique, par exemple, dans un bâtiment ou dans d'autres situations. Et là, on est aussi sur l'idée des ressources. Donc, on travaille cette visée-là aussi au primaire et peut-être à d'autres, voilà, à plein d'autres endroits que cela. Tout dépendra au fait des projets qui vont être mis en place, peut-être en lien avec la formation manuelle technique technologique, peut-être en lien avec une problématique sociétale à un moment donné. Il me semble super important de pouvoir aussi prendre le temps de rebondir sur l'actualité, sur des problématiques ponctuelles et de travailler finalement cette visée-là avec les élèves de manière plus approfondie à un moment donné. Alors, exemple également au secondaire, vous avez 4 exemples sous les yeux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en première secondaire, vous avez sans doute remarqué que le référentiel amène beaucoup de nouveautés. En première secondaire particulièrement, deuxième secondaire également, un peu moins en troisième secondaire. Mais en première secondaire, on a à la fois en chimie, en biologie et en physique, on a cette réflexion sur les ressources. Et donc, cette réflexion sur les impacts de nos modes de vie sur les ressources. Et donc là, on travaille vraiment cette 4e visée de manière très explicite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme ces trois disciplines, physique, chimie, bio, travaillent autour des ressources, on peut vraiment à ce moment-là faire de l'interdisciplinarité et travailler sur des projets peut-être en lien avec les moyens de préserver nos ressources. Voilà, il y a moyen de faire des choses, à mon avis, très intéressantes à ce niveau-là. Alors, en deuxième secondaire, on retrouve aussi cette visée en lien avec la biodiversité et, par exemple, analyser une problématique en lien avec la biodiversité, envisager un plan d'action. On demande alors aux élèves de proposer un plan d'action et de l'argumenter au niveau scientifique. Voilà pour les 4 visées. Alors, ces 4 visées, c'est un peu la colonne vertébrale de ce référentiel. Nous y avons été attentifs tout au long des référentiels, mais, je dirais pas mais, et, nous devions aussi être attentifs à la progression des concepts principaux. Ces concepts principaux, il a fallu les choisir à un moment donné. Nous les avons choisis en fonction de 2 critères, en lien avec les enjeux sociétaux, mais aussi en lien avec les conceptions obstacles des élèves. Et ces choix ont permis du coup une construction spiralaire du cursus autour des obstacles à franchir, des sauts conceptuels à réaliser. Et nous avons du coup construit des tableaux synoptiques avec des planifications des thèmes. Alors ces tableaux, vous allez en voir un petit extrait juste après. Donc c'est un document Word que je n'ai pas l'occasion de vous montrer ici, mais dont je vais vous montrer un extrait. Ce qui a été particulièrement complexe, c'était dans ce choix de se centrer
sur l'essentiel, de se centrer sur ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, et donc la nécessité de faire des deuils, de faire des élagages tout au long des 2 années. Ça a été vraiment parfois voilà, complexe, et ça a nécessité de débattre, de choisir, et voilà, qui choisit renonce. On en est arrivé finalement à un choix final qui est proposé dans ce référentiel. Et ce tableau synoptique de la planification des thèmes est basé sur une information qui nous a été transmise par la commission des référentiels, c'est qu'on table sur 32 semaines par an. 32 semaines utiles par an au primaire, sachant que nous avons 3 périodes semaines, c'est 3 fois 32 semaines donc, par an. Alors, nous avons partagé ces 3 périodes en une pour la formation manuelle technologique et demie, et une pour les séances et demie. Ces demi que nous avons là, c'est plutôt un espace de réflexion pour des projets communs. Donc, on a essayé de centrer nos essentiels sur finalement une période semaine approximativement pour laisser de la marge de manœuvre aux enseignants pour rebondir sur des projets d'école, sur des projets d'actualité, pour rejoindre finalement la formation manuelle technique technologique numérique à un moment donné et faire ensemble des choses. Donc, on a volontairement essayé de ne pas être trop ambitieux ou trop gourmand au niveau temporel pour pouvoir laisser un peu de marge de manœuvre aux enseignants. Et en secondaire, voilà, on table sur aussi 32 semaines utiles avec une part équivalente accordée aux sciences biologiques, chimiques et physiques. Et donc, si on table sur 32 périodes utiles pour chacune des disciplines, ben, vous voyez un exemple de tableau qu'on a fait où vous voyez dans le tableau, la partie gauche en vert, on a pour la première secondaire les écosystèmes environ 14 périodes, et puis la reproduction humaine environ 10 périodes, ce qui fait au total en vert, en biologie, à peu près 24 périodes. On a essayé de faire cette estimation chaque année de façon à voir comment on pouvait respecter finalement le temps qui nous est imparti, tout en laissant un peu de marge de manœuvre aux enseignants pour approfondir certains items à un moment donné ou pour laisser des temps pour d'autres choses, pour des constructions de projets, pour approfondir les démarches d'investigation qui, comme on le sait, prennent beaucoup de temps. Alors, ce choix maintenant des thèmes, vous le trouvez dans le tableau qui est sous vos yeux, hein, du côté gauche. On a toute une série de thèmes qui sont abordés tout au long du cursus. Cette construction spiralaire, comme je l'ai dit, s'est faite autour d'obstacles à franchir. Ce tableau est présent dans toutes les introductions d'année, avec chaque fois mis en évidence l'année en cours. Et par exemple, je vais prendre un exemple très concret, le cas des gaz, présent notamment le concept de gaz qui pose notamment problème, et le concept d'air, enfin, ou l'existence de l'air. C'est un exemple pour vous montrer finalement comment on a pensé la progression. Alors, dans cette dia, vous voyez un tableau qui propose année par année ce qui est prévu dans le référentiel. Alors, cette réflexion trouve sa source dans les rencontres pour faire école qui ont eu lieu en janvier 2018, dans laquelle il a été identifié que la compréhension du phénomène de photosynthèse est incomplète, erronée et complexe à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Et les difficultés qui ont été identifiées dans la compréhension de la photosynthèse, c'est notamment l'identification de la présence de CO2 dans l'air, mais aussi comme étant matière première qui participe à l'élaboration de la matière chez les végétaux. L'objectif de ces rencontres pour faire école, c'était de penser une gradation de 3 à 15 ans pour construire ce concept de photosynthèse et identifier les obstacles. Donc voilà un exemple très concret de ressources ou de groupes ou de recherches qui ont nourri notre réflexion et qui ont permis de travailler, de choisir le gaz comme étant un élément qu'il fallait absolument travailler progressivement du début du primaire à la fin du secondaire pour que cette conception de la photosynthèse
soit plus proche de la réalité, soit mieux comprise par les élèves. Et donc sur la dia, vous voyez, année par année, on trouve ici la présence de l'air en P2, on trouve les besoins essentiels, on trouve l'air en P3, en P4, on trouve identifier le gaz comme de la matière, en P5, on retrouve l'air dans un mélange homogène, etc., etc., pour finalement arriver en S3 à l'écriture de l'équation bilan de la photosynthèse. Et on voit comment finalement, si ce concept de gaz est particulièrement bien intégré chez les élèves au fur et à mesure, bien, ça va contribuer finalement à l'appropriation d'un concept plus large, hein, qui est celui de la photosynthèse. Alors, ce travail, on l'a commencé par le faire sur la photosynthèse, mais cette réflexion, elle a donné lieu à la construction d'autres continuums, par exemple, de la classification à l'évolution. Vous avez ici 3 moments dans le cursus, en P1, en P6 et en S2, pardon. 3 moments dans le cursus dans lesquels on travaille justement cette progression vers la notion d'évolution. Cette progression qui passe par la notion de classification, la mise en évidence des ressemblances entre animaux, la réalisation de classification sous forme d'ensemble emboîté, et puis progressivement le passage de la classification sous forme emboîtée à la compréhension d'arbres phylogénétiques que vous trouvez du coup en S2. Un autre exemple de manière assez brève, hein, c'est la question des systèmes. Des systèmes, alors on va de l'alimentation vers les systèmes. Il y a un focus qui a été mis particulièrement ici sur les liens, sur les relations entre les systèmes. Et vous allez voir que, vous l'avez peut-être perçu dans le référentiel, que cette relation entre les systèmes apparaît assez vite. Et on a vraiment voulu mettre le focus là-dessus dans le référentiel, montrer que finalement le système digestif est en lien avec le système respiratoire, urinaire, circulatoire, et éviter de cette manière d'étudier système par système de manière séparée. On va ici vers une approche systémique en fait des relations entre les systèmes. Autre exemple, c'est l'énergie. Alors l'énergie, c'est un concept qui a une grande importance au niveau sociétal et qui est très complexe, qui invite aussi à l'approche systémique. Et cette énergie, elle est travaillée aussi à différents moments dans la proposition de référentiel. On retrouve une appropriation progressive de différentes énergies, hein. On vous retrouvez ici l'électricité, hein, qui est très vite présente. On va retrouver la nécessité de s'alimenter pour produire de la matière et de l'énergie. On va retrouver la notion d'énergie thermique, la notion de perte ou de dissipation d'énergie qui va arriver assez vite. Et petit à petit, on va aller vers les notions de transformation, conservation, stockage qui arrivent alors en première secondaire. Vous voyez qu'en fait, on va parler souvent d'énergie, mais à chaque niveau, il y a vraiment un saut qui va se faire. Par exemple, pour arriver à la première secondaire, on a cette idée de transformation, conservation, stockage, dissipation, mais en troisième secondaire, on va avoir l'approche qui est plutôt quantitative. Voilà quelques exemples. Alors, au niveau de la progression des savoir-faire, on a également ici fait des tableaux pour veiller à une cohérence verticale des savoir-faire. Alors, vous ne pouvez pas lire ce tableau et c'est normal et ce n'est pas prévu pour. Par contre, ce que vous pouvez voir dans ce tableau, c'est que au-dessus, donc vous avez les années, hein, et du côté gauche, la colonne un peu vert jaune, là, vous avez les grands éléments finalement des démarches scientifiques avec des savoir-faire et des attendus qui sont parfois étalés sur 2 ans. C'est-à-dire qu'on on prévoit un temps d'acquisition par les élèves de ces attendus avant d'envisager leur certification. Au secondaire, voilà, vous voyez que c'est même sur 3 ans pour certains, pour la majorité d'entre eux. Donc, cette gradation qu'on a faite pour les concepts, on l'a faite aussi pour les savoir-faire. Exemple de gradation pour les savoir-faire, je vais en prendre 3. Par exemple, expérimenter et traiter des résultats, on le fait tout au long du cursus.
Alors, dans les questions qui ont été posées avant de commencer cette présentation, il y avait la question de est-ce qu'on pratique les démarches d'investigation tout au long du cursus? Mais oui, en fait, à la fois au primaire et au secondaire, on les pratique. Et donc ici, si je vous montre l'acquisition d'attendus de savoir-faire liés aux démarches d'investigation, c'est sans oublier qu'ils s'inscrivent dans une démarche globale d'investigation scientifique. On n'apprend pas les savoir-faire pour eux-mêmes. On les apprend dans une démarche d'investigation scientifique. Certains peuvent être entraînés à un moment donné seuls sur un objet qui a du sens, où on peut les aborder tous ensemble ou par paquet, mais effectivement, les démarches d'investigation scientifique vont se retrouver chaque année tout au long du cursus. Alors, exemple pour expérimenter, traiter les résultats. Je voulais ici vous montrer cet exemple-là parce que sur le tableau, vous voyez très bien dans les attendus, en première primaire, ils sont tous les deux noirs. Et puis, vous voyez que le grisé s'installe progressivement. Le grisé s'installe progressivement parce que ce sont des attendus qui sont déjà travaillés précédemment, qui sont déjà maîtrisés et qu'on continue à entraîner. Il y a aussi parfois une progression sur une partie de l'attendu. Et on voit très bien la complexité qui s'installe si je compare par exemple, en première primaire, on a imaginé réaliser une expérience simple, verbaliser, illustrer les étapes d'une expérience simple. On va avoir plus tard, en P6, concevoir un protocole, le mettre en œuvre et le modifier si nécessaire. Si on regarde maintenant un autre aspect, on pourrait avoir utilisé du matériel avec soin en P3, et puis après, plus tard, en P6, en S3, vous voyez que l'utilisation du matériel évolue également, avec la précision, le résultat, la mesure, l'unité appropriée. Je prends un autre exemple qui va mettre le focus sur les explications possibles d'un phénomène et les hypothèses. On va voir ici que les attendus vont se compléter au fur et à mesure. Donc, par exemple, entre P2 et P3, en P2, on a proposé son explication, écouter celle des autres. En P3, on pourrait demander aux élèves de proposer plusieurs explications, les confronter avec celles des autres, pour sélectionner des hypothèses à tester. Donc, on est vraiment un chouïa plus loin. Et puis, à partir de la P5, on va parler en termes d'hypothèses et petit à petit, jusqu'en secondaire, confronter les hypothèses pour sélectionner les hypothèses qu'on va pouvoir tester. Autre exemple qui met le focus sur le fait qu'on le fasse avec les élèves, donc ensemble, ça vous le retrouvez souligné en P1, P2, P3, donc on peut envisager des savoir-faire qui sont travaillés ensemble, et puis par après, seuls. Donc on a cette gradation sur l'accompagnement. Alors, dans tous ces cas-là, toutes ces gradations qui sont prévues au niveau des savoir-faire, forcément, sont complétées par une gradation dans la difficulté du contenu sur lequel ils s'exercent. D'accord? Donc, au fur et à mesure que les élèves vont avancer dans le cursus, ils vont aborder peut-être des concepts plus compliqués et savoir finalement proposer des explications sur quelque chose qui est plus complexe, c'est aussi plus complexe, etc. Voilà, alors, je vous ai parlé ici de la cohérence verticale, je vous ai parlé de la cohérence verticale en ce qui concerne les concepts, avec les sauts d'obstacles et l'apprentissage spiralaire. Je vous ai parlé de la cohérence verticale au niveau de la gradation dans les attendus de savoir-faire. Je souhaite maintenant vous parler de la cohérence horizontale. Alors, dans la commande de la commission des référentiels, nous devions identifier les croisements possibles avec d'autres disciplines. Alors, j'ai pris quelques exemples. Vous avez ici un premier exemple qui est le français, la langue française. L'enseignement transversal de la langue française était une commande aussi de la commission. Et comment est-ce qu'on a traduit finalement cette commande dans le référentiel? Nous avons choisi de veiller à l'enrichissement de l'utilisation d'un certain nombre de termes scientifiques en lien avec les concepts abordés. Alors, nous avons choisi pour chacune des années, pour chacun des thèmes, d'identifier finalement les mots de vocabulaire à utiliser dans le contexte dans lequel finalement les élèves travaillent. Et voilà, vous avez un exemple ici pour la deuxième secondaire, utiliser les termes, et vous avez une série de termes
qui sont listés juste après. Vous retrouvez cette idée partout dans le référentiel. Alors, deuxième endroit où on retrouve de manière très explicite la place pour la langue française, c'est la nécessité de laisser un espace pour s'exprimer, tant verbalement que par écrit. Et donc, on le retrouve essentiellement en lien avec les démarches d'investigation scientifique. Donc, par exemple, ici en deuxième primaire, proposer son explication, écouter celle des autres. On a aussi verbalisé, illustré les étapes, réalisé une trace. Donc la question des traces va revenir très régulièrement, la construction des synthèses de ce qui a été appris. Et voilà, on le retrouve essentiellement là. Cela dit, la question de la langue française se trouve également ailleurs, quand on demande aux élèves de lire des documents ressources, de lire des textes scientifiques, de peut-être préparer des questionnaires pour consulter des personnes ressources, de préparer une affiche pour communiquer sur les résultats d'une recherche, de formuler oralement un avis, argumenter un choix à base de faits scientifiques. Donc en fait, la langue française, elle est présente dans le référentiel. Elle est vraiment en toile de fond, à la fois de manière explicite, mais de manière implicite. Et c'est vrai qu'on n'a pas identifié dans la liste des croisements de manière très claire des croisements avec peut-être des notions de français qui sont vues, mais vraiment c'est en toile de fond un petit peu partout. Voilà. Alors, au niveau des croisements avec les autres disciplines que le français, vous avez dans le référentiel toute une partie qui traite justement de ces croisements, dans lesquels chacun des groupes de travail a été invité à identifier pour sa discipline, en l'occurrence ici pour les sciences, vous voyez ça dans la colonne de gauche sur la dia que vous avez sous les yeux, les croisements avec d'autres disciplines et vous les trouvez dans la colonne de droite, avec en majuscule la discipline qui est identifiée. Un exemple qui me semble vraiment intéressant à avoir en tête, c'est la question de la réalisation des semis pour déterminer les conditions pour qu'une graine germe. On est en P3, troisième primaire, et en FMTTN, cultiver un végétal avec l'aide de l'enseignant selon un mode de culture défini. Voilà ici un très bel exemple de croisement entre ces deux disciplines du même domaine qui vont permettre de construire des projets dans lesquels les apprentissages seront conjoints, seront faits ensemble. C'est intéressant d'aller voir justement ce qu'il y a dans les croisements et de mettre ça en évidence, de mettre un focus là-dessus, parce que ça va donner quelque part une cohérence dans le domaine 3 ici, maths, sciences, FMTTN, si on travaille sur ces objets ensemble. On va pouvoir multiplier les regards finalement sur les mêmes objets. Alors j'ai un autre exemple en troisième primaire, qui est issu du référentiel d'éducation culturelle et artistique, dans lequel on évoque la voix, l'intensité, le timbre, la pause, la respiration, et vous voyez qu'en troisième primaire, on évoque le son, le rôle de l'oreille dans la réception du son, la qualification de ce son fort, faible, aigu, grave. On a aussi ici un bel endroit pour travailler conjointement. Autre exemple également avec EPC, donc le référentiel d'éducation philosophique et citoyenneté, qui questionne l'impact de ces gestes quotidiens. Et on évoque ici notamment la question des ressources en eau ou des comportements en lien avec le son et la lumière. Autre exemple en secondaire, et c'est important d'évoquer qu'en secondaire, ces croisements ont leur importance aussi et peuvent aussi du coup servir de point de départ pour des réflexions, pour des approches interdisciplinaires. En première secondaire, j'ai déjà évoqué cette année qui est un peu particulière au niveau scientifique parce qu'elle est assez nouvelle. Vous retrouvez dans la première ligne de votre tableau une réflexion sur les matériaux finalement qui nous entourent et notamment les métaux et les propriétés physiques des métaux. Et puis vous voyez qu'en FMTTN, on évoque les propriétés des matériaux, des matières, dont les matières conductrices, et notamment là-dedans vous retrouvez les métaux. Donc on va vraiment trouver là aussi des parallèles. Juste en dessous également,
hein, en FMTTN, on utilise en fonction de l'ouvrage à réaliser par les élèves le nom de différents métaux, dont l'aluminium, l'acier, le cuivre et l'étain. Alors évidemment, ici, l'acier, ben, c'est un alliage, mais on a des métaux. Ici, le terme métaux est utilisé au sens large du terme. Et le côté gauche, au niveau scientifique, vous voyez qu'on évoque l'utilisation de métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et le fer et leur utilisation. Là encore, on a vraiment un lien qui est intéressant. En mathématiques, on travaille sur les repères orthonormés. En sciences, on fait des relevés de température et on fait des graphiques. En éducation physique et santé, on perçoit sursoit les changements corporels liés à la puberté. En sciences, on évoque les transformations du corps liées à la puberté. En EPC, on s'informe sur les sujets d'actualité. En sciences, on évoque les transformations d'énergie et les centrales énergétiques. Donc, vous voyez que ces liens, ils sont nombreux. Et en connaissant bien ces croisements, on peut vraiment aller vers des séquences de cours qui vont avoir une possibilité d'interdisciplinarité, en tout cas une multiplication des regards sur un même objet qui va amener petit à petit les élèves à cette approche systémique et à la complexité. Alors, dernière commande que nous avions, c'était d'identifier les visées transversales du référentiel. En tout cas, il était important que le référentiel de sciences s'inscrive dans les visées transversales du pacte d'excellence. Je ne vais pas détailler tous les endroits dans lesquels on contribue finalement à ces visées transversales. Je vais juste les évoquer assez rapidement. Vous les trouvez côté gauche sur la dia, vous avez des cercles qui comprennent ces visées transversales. Et puis, à côté de ces cercles, vous avez chaque fois un tableau qui reprend des exemples d'attendus issus du référentiel qui contribuent à ces visées. Alors, je vais en détailler vraiment très peu, mais juste l'un ou l'autre. Vous avez prendre conscience de soi et des autres en secondaire, en P5 et en S1. Donc, vous avez des savoirs qui sont liés au système reproducteur et aussi après à la puberté, cycle menstruel, fécondation, prévention contre les IST, méthodes contraceptives. Voilà un exemple très concret. Alors, vous avez une visée qui est apprendre à apprendre. Évidemment, les sciences contribuent très largement à cette visée à plein d'endroits, hein, comme travailler sur ses propres représentations, formuler des hypothèses, faire évoluer ses représentations, organiser, classer, trier, ranger, construire des modèles, confronter des informations, construire des synthèses. Voilà, on y est, on contribue à cette visée à plein de moments différents. Développer une pensée critique et complexe, on est en plein dedans. C'est vraiment un des objectifs qu'on vise pour le jeune à 15 ans, c'est d'avoir développé sa pensée critique et complexe. Voilà quelques exemples qui vous sont proposés. On essaye vraiment d'amener les élèves vers une approche systémique des phénomènes progressivement et pour que ça contribue à exercer son regard critique. Développer la créativité et l'esprit d'entreprendre. Alors, chaque fois qu'on propose des démarches d'investigation, on travaille sur la créativité de l'élève, finalement, on encourage les élèves à imaginer un monde possible, imaginer des hypothèses, des représentations, imaginer des manières de vérifier ces hypothèses, peut-être s'engager dans des projets. Avec la visée numéro 4, on est vraiment dans cette idée-là aussi. Vous avez quelques exemples disponibles dans le référentiel. Et enfin, donc, vous avez découvrir le monde scolaire, la diversité des filières. Vous avez ici quelques exemples d'opportunités qui sont proposées pour découvrir des métiers. Remarquez que la réflexion est encore en cours actuellement pour travailler sur la dimension de genre et finalement d'encourager les élèves à envisager leur parcours, quel que soit leur genre ou leur origine, en s'octroyant la possibilité de penser un petit peu à toutes sortes de filières, à toutes sortes de métiers. La réflexion est encore en cours et il y aura des changements dans le référentiel à ce propos-là. Et le développement de projets personnels et professionnels anticipés et poser des choix, là vous l'avez compris, hein, la visée 4 contribue justement à poser des choix et à les argumenter, mais en posant des choix, les élèves, et en pratiquant des démarches d'investigation, les élèves sont vraiment aussi invités à consulter des personnes,
à réfléchir sur ses impacts aussi, et l'impact de ses comportements au quotidien sur la santé, la sécurité, l'environnement, à s'intéresser à l'actualité et finalement, peut-être à un moment donné, s'engager dans des projets personnels, hein, sur base de tout ce qu'il aura vécu de son expérience scolaire. Alors, en conclusion, je dirais que le référentiel a quelques particularités. Alors, ce serait peut-être ambitieux d'appeler ça des plus-values, mais j'ai quand même envie de croire que ce sont des plus-values. L'identification de la pratique des sciences tout au long du tronc commun me semble vraiment intéressante parce qu'on a vraiment une explicitation très claire, hein, justement des quatre visées. Elles sont porteuses de sens. On sait exactement d'où on vient, vers quoi on va, ce qu'on attend des élèves. Il y a une réelle prise en jeu une prise en compte des enjeux sociétaux, tant dans le domaine de l'environnement que de l'éducation relative à la vie sexuelle et affective, qu'au niveau énergétique, au niveau de la préservation des ressources, voilà, dans plein de domaines différents. J'ai l'impression que le groupe de travail a abouti à un produit fini qui fait suite à un continuum qui a été vraiment réfléchi, avec de nombreux débats, de nombreux élagages et de nombreux deuils, mais qui me semble en tout cas bien, mûrement réfléchi. Et nous avons aussi des attendus qui sont très précis, qui sont très, très clairs, qui sont adaptés à l'âge des enfants. Donc, ça veut dire que l'enseignant sait exactement vers quoi il doit amener les élèves. Remarquez que dans le référentiel, vous trouvez des cadres avec des savoir-faire et des compétences. Tout ça étant imbriqué l'un dans l'autre, il n'est évidemment pas question de faire tous les savoir-faire et des compétences, mais de tout travailler ensemble. Et ces attendus, ils sont précis, mais ils n'empêchent pas d'aborder à un moment donné peut-être d'autres choses en fonction du contexte, en fonction de l'actualité, en fonction de projets. Mais les attendus qui vont être certifiés sont vraiment clairement identifiés. Et alors, ce que je trouve vraiment intéressant, il y a cette articulation au sein des domaines, donc entre les sciences, le référentiel de manuel technique, technologique, numérique, le référentiel maths, mais aussi les autres. Il y a eu cette réflexion avec le groupe de travail, notamment en géographie. Il y a vraiment ici une réflexion de tout articulier pour pouvoir permettre éventuellement de l'interdisciplinarité. Voilà, donc j'ai envie de croire je pense vraiment que ce référentiel a des plus-values et je souhaite qu'à la lecture de celui-ci, vous pourrez en prendre à la mesure et valoriser au mieux ce référentiel auprès des personnes que vous rencontrerez, auprès de vos futurs étudiants pour le rendre opérationnel. Il sera évidemment complété par les programmes, hein, les programmes qui évoqueront le comment mettre tout ça en œuvre. Ici, on est juste sur le quoi. Il y a encore du travail, il y a encore du pain sur la planche. Bien, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à noter vos questions dans l'espace Q&R. Nous allons prendre une petite pause maintenant, pendant laquelle nous allons explorer vos questions, proposer vos réponses et on vous retrouvera juste après. Voilà, nous allons reprendre cette deuxième partie. Donc, comme je l'ai dit avant la pause, nous vous demandons dès à présent de ne plus poser vos questions car nous ne serons plus à même de pouvoir les traiter. Et donc, je vais céder la place à Nathalie et Kathleen pour les réponses aux différentes questions. Je crois que Nathalie, vous avez fait un travail trop clair, trop persuasif parce qu'il y a peu de questions. Donc, voilà, je vous cède la parole. Oui, je vais reprendre la parole. Je vais Il y a des questions qui arrivent encore, hein, donc j'essaie de les traiter en même temps. Désolée, je vais être peut-être un peu plus confuse que la présentation parce que je dois prendre les questions qui arrivent.
Peut-être que je Oui, c'est pas peux facile. passer d'abord la main à Kathleen qui avait plutôt des questions en lien avec le primaire. Je ne sais pas si Kathleen, tu veux éventuellement commencer? On peut commencer. On a une première question d'un participant qui nous demande pourquoi le référentiel ne contient pas le niveau maternel. Et en fait, c'est ça, parce qu'il existe un référentiel pour les maternelles donc il s'agit du référentiel des compétences initiales, dans lequel dans lequel la formation scientifique se retrouve. On y fait référence dans le référentiel des sciences, dans les, dans les introductions par année. Par exemple, en première primaire, au niveau du vivant, on indique dans l'introduction qu'en maternelle, les enfants citent au moins un élément qui caractérise un vivant rencontré dans le vécu scolaire. Voilà, à différents endroits, on retrouve comme ça dans les introductions des références au référentiel des compétences initiales. Alors, je regarde. On avait aussi une question concernant la notion de gaz, qui est quelque chose de très abstrait pour beaucoup d'enfants en première primaire. Dans le référentiel, mes notes, on n'aborde pas la notion des gaz en première primaire. En deuxième, il s'agit de montrer la présence de l'air. Donc, c'est vraiment là faire des petits jeux avec les enfants, des petites expériences sans entrer évidemment dans des raisonnements trop abstraits. C'est vraiment expérimenter, jouer et avec des ballons, avec la météo aussi, ce genre de choses. On est vraiment pas encore on est encore vraiment dans le concret, je trouve. Effectivement, hein, l'idée est vraiment de sentir le déplacement de l'air et en sentant le déplacement de l'air, on peut percevoir du coup l'existence de l'air. Si j'ai bon souvenir, en maternelle, ils travaillent déjà cette idée de ressentir. Et c'est vrai que c'est un concept qui est trop abstrait, la notion de gaz. C'est pour ça qu'on travaille plutôt sur des expériences pour ressentir. Alors, dans les questions, il y avait encore, quand on a une classe double niveau P1 et P2, il est difficile de faire une leçon continue en physique car le lien est peu existant. Alors, effectivement, la commande était de travailler année par année. Donc, voilà, quand il y a des classes doubles de niveau P1, P2, par exemple, ça va être complexe. Mais peut-être que Kathleen, tu tu peux clarifier un peu plus que moi. C'est vrai que ça va pas être évident pour les enseignants. Et quand on dit classe double, il y a aussi encore des classes triples dans quelques coins et même des classes uniques. Maintenant, ici en P2, justement, j'ai encore en tête tout ce qui est météo et c'est des choses qui intéressent déjà les premières primaires. Maintenant, rien n'empêche de faire des activités et de ne pas, enfin voilà, de bien différencier au moment de l'évaluation. Ça intéresse. Il n'y a pas de raison que le sujet n'intéresse pas l'autre niveau. Je penserais qu'il faudra là être très vigilant au niveau de l'évaluation. Voilà. Alors, il y a une autre question qui concernait, dans les caractéristiques du vivant, il y en a 3 à mettre en place dès la maternelle, reproduction, métabolisme et réaction aux stimuli, pardon. Et on ne met plus en place cette réaction aux stimuli, on l'utilise en P3.
Alors, on peut plus changer parce que la question concernait l'idée de le mettre en P1, donc on ne peut pas le basculer en P1. On a dû faire des choix, on a dû faire des deuils. C'est vrai qu'au départ, on avait mis une partie là-dessus en P1, mais ça n'est pas possible vu ce qu'il y a d'autre. Cela dit, vas-y, Kathleen, si tu veux prendre le relais, parce que toi, tu connais un peu mieux le primaire. Ben, je pense on en a déjà parlé entre nous aussi. Ce qui est indiqué dans le référentiel sont les attendus. Rien n'empêche les enseignants, voilà, en mettant en place un projet, et on en parlait avec la formation manuelle technique et technique, technologique, Numérique. d'aborder d'autres, et numériques, d'aborder d'autres points de matière. Donc, on en est encore aussi ici. Voilà, c'est vrai Madame Mathis l'a expliqué tout à l'heure, on a laissé une marge enfin, on espère avoir laissé une petite marge au niveau du timing, et mettre en place des activités supplémentaires n'est pas interdit. Donc, rien n'empêche les enseignants de voir d'autres points à d'autres moments, mais voilà, au niveau de l'évaluation, il faudrait être très prudent. Bien, alors il y a d'autres questions, notamment la question de la visée 3, apprendre à propos des sciences, qui ne semblait peut-être pas visée avant le secondaire. Et je vais reprendre une dia. Je pense que je peux encore accéder, je peux avoir le contrôle des dia. Oui, je crois que j'ai le contrôle des dia. Donc, par rapport à cette visée 3, apprendre à propos des sciences, j'ai répondu dans la présentation que c'est une visée qui est travaillée, et à travers les exemples, on le voit de manière explicite en P2, P5, mais c'est aussi une visée qui est travaillée à travers la pratique des sciences, la pratique des démarches scientifiques. Et donc, il y a une volonté ici de laisser finalement un peu de marge de manœuvre, enfin, beaucoup de marge de manœuvre à l'enseignant pour qu'il puisse au moment où il le semble opportun, en fonction des sujets d'actualité, en fonction des sujets traités, des démarches d'investigation vécues, d'avoir ce regard à propos de la construction des sciences, que ce soit un regard sur la manière dont les concepts historiques se construisent, mais aussi sur la question de la collaboration entre scientifiques, de l'expression du doute, de la distinction science et croyance. Enfin, tous ces items qu'on a mis dans le tableau de la visée 3 peuvent être travaillés à plein de moments différents, même chez les plus jeunes enfants en début de primaire et jusqu'en fin de secondaire, enfin jusqu'à la fin du tronc commun, puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, il y avait une question à propos des démarches d'investigation qui semblait être bien travaillées au primaire et un peu moins au secondaire. Et là, je vous renvoie au référentiel. On retrouve ces démarches d'investigation de manière explicite dans le référentiel. En première secondaire, on la trouve page 74-79. En deuxième secondaire, on la trouve en 89-92, en troisième secondaire en page 99, 101, 105 et 109. Donc la volonté est bien sûr la même qu'à l'école primaire, c'est de travailler cette démarche d'investigation tout au long du tronc commun de la première primaire à la troisième secondaire, et ne pas uniquement faire des apprentissages de savoir-faire déconnectés d'une démarche qui a du sens, qui permet de comprendre comment les sciences se construisent. Et donc la volonté est vraiment de le faire tout au long du cursus, de manière explicite et de manière complète parfois, de manière peut-être partielle à d'autres moments, parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps. Alors il y avait une autre question qui concernait les croisements et la maîtrise du français. Alors je l'ai montré à travers la dia 39. Je peux peut-être revenir un petit instant dessus. Donc sur la dia 39, qui est une dia, pardon, voilà, 38. La dia 38 qui évoquait la présence de la langue française au niveau transversal à travers deux exemples hein, qu'on a proposés ici, qui est le vocabulaire et la place pour l'expression verbale et écrite. Et cet apprentissage de la langue française doit être transversal et sera présente. Alors, elle n'est pas présente qu'à travers les deux exemples que je vous ai proposés ici, mais elle est également présente
à travers le fait que les élèves vont écrire leurs observations, qu'ils vont lire des écrits scientifiques, qu'ils vont également, attendez, je cherche mes notes, qu'ils vont également avoir l'occasion de rédiger des synthèses. Enfin, oui, voilà, ce sont toutes des choses que j'ai déjà dites précédemment. Donc, oui, la langue française reste vraiment au cœur de l'apprentissage des sciences et l'apprentissage des sciences contribue largement à l'apprentissage de la langue française dès le primaire et tout au long du secondaire. Alors, dans les questions, il y avait également l'idée que les progressions sont bien rassemblées de manière très claire. Je vous en affiche une, celle qu'on avait évoquée pour les gaz. Je pense que ça a bien plu, ces dias dans lesquels on insiste sur la progression et la gradation. Et je remercie la personne qui a remis ce message bien sympathique, que ces gradations selon les années sont très intéressantes. Alors, elles ne sont pas dans le référentiel, elles ne sont pas présentes telles quelles, elles sont présentes dans nos traces de réflexion, dans nos écrits à nous, dans nos PV. Cela dit, pourquoi ne pas envisager ces progressions dans des outils pour les futurs enseignants, dans des outils pour les programmes? Et là, finalement, je tends la perche à ceux qui vont poursuivre le travail avec les enseignants et les futurs enseignants. Bien, alors, il y avait également une question sur la manière dont on envisage la continuité avec l'enseignement supérieur. Alors, c'était pas dans notre commande. On a une certaine impatience de voir comment ça va se faire dans l'enseignement secondaire supérieur. Nous avons fait le choix de supprimer notamment, je pense à la comparaison des systèmes chez les animaux. Hein. Vous avez tous en tête qu'on compare les systèmes respiratoires et circulatoires chez les animaux en milieu terrestre, en milieu marin. Vous avez remarqué que cette partie-là ne s'y trouve plus. Voilà, nous, on a fait le choix de le supprimer pour se focaliser sur des attendus à 15 ans qui nous semblaient peut-être plus pressants, plus importants d'atteindre à 15 ans et laisser peut-être le choix de ces comparaisons de systèmes dans une filière où ce serait peut-être plus optionnel, où on pourrait plus approfondir finalement ces comparaisons entre systèmes. Alors, vous voyez par exemple en chimie, on est arrivé en fin de troisième à peu près au même niveau, enfin oui, à peu près, il n'y a pas tellement de différence, au même niveau qu'actuellement. La volonté en chimie, c'était par exemple d'apporter de la chimie très concrète plus tôt et éviter de rentrer dans une chimie qui était trop abstraite, trop vite abstraite en secondaire et qui finalement décourage les élèves, dégoûte les élèves. Ici, en ayant fait de la chimie concrète en première, en deuxième secondaire et en l'ayant intégrée finalement dans un contexte environnemental, ben, notre idée, c'était d'avoir des bases solides, plus macroscopiques pour des élèves. Alors après, en chimie, comme on arrive à peu de choses près aux mêmes attendus finalement qu'actuellement, ben, ça laisse la place ouverte pour la suite. Il y a un champ des possibles voilà, qui reste très ouvert. Voilà, en physique, je ne sais pas trop quoi répondre. En fait, je ne sais pas qui va faire ces référentiels de sciences pour l'enseignement secondaire. Donc, j'aurais envie peut-être de passer la main à Geoffroy pour ça, parce que moi, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais Geoffroy, je te tends la main alors. Merci Nathalie. Voilà, donc je me présente, mais enfin j'ai été présenté, mais je pense que c'est peut-être bien de le redire. Donc en fait, moi je suis coordinateur de la mise en œuvre du tronc commun. Je travaille à la direction du pilotage du système éducatif à l'administration. Et donc je vais essayer de répondre à des questions finalement qui sont plus transversales, plus généralistes. Or il y en a quelques-unes. Alors effectivement, hein, vous en doutez. Les nouveaux référentiels du tronc commun, bon, ils vont se déployer progressivement, mais évidemment, vous l'avez bien compris, ils sont déployés jusqu'en troisième secondaire et donc ils vont forcément impacter les référentiels du secondaire supérieur. Donc quelque part, il faudra remettre
les référentiels sur le métier. Bon, il est clair que les référentiels du secondaire supérieur seront évidemment articulés avec ceux du tronc commun. Il est clair aussi que quand on parle du secondaire supérieur, on parle, et là je rejoins la première question qui m'était posée, question plus transversale, que je vais peut-être vous lire, hein, qu'en est-il de la transition des troisièmes vers les années supérieures du secondaire? Les enseignants de ce niveau se posent également des questions, et même si ce n'est évidemment pas d'actualité, ils aiment se faire une idée de ce qui va suivre, d'autant plus que les enseignants du deuxième degré collaborent entre eux, entre la troisième et la quatrième, et qu'un travail vertical dès le premier degré existant se réalise également dans certaines écoles. Donc, pour ceux qui connaissent cette Bible qu'est la vie numéro 3 du groupe central, ce qu'il est prévu pour le secondaire supérieur, c'est une réforme aussi assez importante, puisque l'idée c'est de ne travailler dans le futur plus qu'avec deux grandes filières, une filière de transition et une filière de qualification qui va modifier le paysage du qualifiant actuel vers quelque chose qui serait plus une espèce de synthèse entre l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Voilà, je dirais que pour cette raison-là, mais aussi pour la raison des référentiels réécrits pour le tronc commun, il est évident que les référentiels de sciences du secondaire supérieur vont être remis sur le métier. Maintenant, vous dire exactement le fin mot de cette réforme-là, bon, on est quand même sur l'année scolaire 2028-2029. Donc le passage en régime tronc commun aura lieu en troisième secondaire en 2028. 2028-2029. Et donc, on a encore quelques années pour se préparer à cette réforme qui va découler de celle du tronc commun. Mais il est évident qu'on va s'y atteler très très rapidement, puisque tout ça va prendre aussi beaucoup de temps et qu'effectivement les questions qui se posent sont bien légitimes. Mais tout ça pour vous dire que on sera attentif évidemment par exemple, voilà, je dirais à assurer vraiment une bonne articulation avec le référentiel du tronc commun. Il y aura évidemment des référentiels, forcément, vous vous en doutez, qui seront différents pour la filière de transition ou pour la filière, les différentes options possibles dans la filière du qualifiant. Mais je ne peux pas encore vous en donner les détails actuellement. Mais ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'on va très très rapidement s'y atteler. Même si on a quelques années devant nous, il est grand temps. Alors, autre question qui m'est posée, c'est dans le premier webinaire, il était indiqué que les référentiels n'étaient d'application qu'à partir de septembre 22, mais difficile d'avoir une info officielle sur le site de la FOEB. La date de septembre 21 est toujours indiquée. Alors, l'info officielle, c'est qu'effectivement, ces référentiels du tronc commun, donc qui concernent de la première primaire jusqu'à la troisième secondaire, ils seront d'application en première primaire et en deuxième primaire à partir de septembre 2022. Et je peux maintenant aussi vous confirmer que concernant la troisième et la quatrième primaire, on sera là sur septembre 2023. Maintenant, effectivement, il est tout à fait possible, je crois sur parole, que, par exemple, sur enseignement.be, on trouve peut-être encore l'ancienne datation, étant donné que, comme vous le savez, il y a eu un report du tronc commun. Là, il y a une mise à jour qu'on va s'empresser de faire, mais je peux en tout cas vous confirmer tout à fait officiellement les dates que je viens de vous dire. Il y avait encore une hésitation concernant P3, P4, et bien maintenant, officiellement, ce qui a été décidé, c'est de faire rentrer le tronc commun en P3 et P4 en septembre 23, cela justement pour rattraper le retard occasionné par le report qui lui-même est lié, vous vous en doutez, à la crise sanitaire. Alors, où peut-on obtenir les nouveaux référentiels? Alors, en fait, les référentiels qui vous sont présentés au travers de ces différents webinaires, ils ne sont tout simplement pas encore accessibles, par exemple sur renseignement.be ou sur eClass, pour la simple et bonne raison que ils n'ont pas encore été votés par le Parlement. Donc, on voulait évidemment, vu que vous êtes acteur de la formation, on voulait vous y sensibiliser, vous donner un maximum d'informations le plus tôt possible, mais sachez-le, ben voilà, ces référentiels sont encore susceptibles de certaines adaptations qui deviennent de plus en plus légères à ce stade, mais les référentiels seront tout à fait stabilisés et définitifs une fois qu'ils auront été votés par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais sachez-le, ben voilà, l'adoption et le vote ensuite de ces référentiels, c'est un processus de longue durée qui s'étale sur de longs mois, étant donné qu'il y a d'abord des arrêtés qui déterminent ces référentiels et puis un avant-projet de décret qui confirme cet arrêté ou ces arrêtés. Voilà, donc c'est un processus assez long.
qui nécessite quand même au total 6 lectures et 2 passages en Conseil d'État. Donc je vous affirme que ça dure plus de 6 mois. Et donc là, on est, comme ça vous saurez tout, on est à la fin de la première phase d'adoption, donc celle qui concerne l'arrêté de gouvernement. Alors, oui, alors évidemment, la question de la formation, qui était vraiment une excellente question, en effet. En effet, ces référentiels vont bousculer dans leurs habitudes, tant les enseignants titulaires du fondamental que les enseignants, je dirais, plus spécialistes du secondaire. Donc il y a un gros enjeu de formation initiale, mais aussi de formation en cours de carrière pour tous les enseignants qui sont déjà en fonction. Là, je dirais qu'il va falloir déployer le maximum de moyens. Alors, je vais vous dire quand même que, pour ma part, je ne suis pas en charge du dossier, si vous voulez, du volet formation, mais en tant qu'un des responsables de la mise en œuvre et du déploiement effectif de la réforme du tronc commun, voilà, on va vraiment faire notre maximum pour rencontrer au mieux cet objectif avec les moyens qu'il faut. Vous vous doutez que la formation en cours de carrière concernera tant un organisme interréseau comme l'Institut de formation en cours de carrière, donc l'IFC, que les réseaux eux-mêmes, hein, qu'on est là sur un processus qui sera un processus d'envergure et qui devrait reposer sur une collaboration entre l'interréseau et les réseaux. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on va essayer de suivre le déploiement, la mise en œuvre des référentiels au plus près. Par exemple, ce qu'on va faire dans les prochaines années, c'est qu'on va, en fait mettre en place un monitoring pérenne du déploiement des référentiels, vraiment pour essayer de cerner au mieux comment ces référentiels sont pris en main par le terrain, quelles sont éventuellement les difficultés qui sont rencontrées, quelles améliorations éventuellement on pourrait apporter dans les premières années de leur déploiement. Pas tout de suite, évidemment, on aura besoin d'un peu de recul, mais je dirais que tout ce monitoring nous donnera aussi des informations très utiles justement pour affiner des éléments d'information, affiner une espèce, je dirais, de service après-vente, parce que tout ne passera pas non plus par la formation en cours de carrière, je pense. Hein. Il faudra par exemple qu'on déploie des ressources pédagogiques adéquates pour faire vivre ces référentiels et pour accompagner leur déploiement. Mais ça nous permettra aussi effectivement de mieux cerner où résident les besoins les plus criants en matière de formation. Voilà. Mais ceci dit, il faudra effectivement aussi, je pense, faire preuve voilà, d'une certaine tolérance, parce qu'évidemment, prendre ces référentiels en main, ça va prendre du temps. Donc là, il faudra beaucoup d'accompagnement des équipes. Il faudra vraiment que le régulateur fasse tout ce qui est possible pour accompagner au mieux. Et voilà. Et par ailleurs, concernant la formation initiale, évidemment, moi, je ne peux que me féliciter de ces webinaires, parce que c'est un élément absolument essentiel pour que voilà, la formation initiale soit au plus proche des besoins justement des futurs praticiens par rapport à la prise en main de ces référentiels. Alors oui, par exemple, effectivement, quand quelqu'un parmi vous dit ne serait-il pas pertinent d'avoir des relais ou des référents dans les écoles, oui, pourquoi pas. Donc là, je pense aussi, c'est intéressant cette réflexion, parce que je pense que ça montre qu'il va falloir innover. On connaît les ressorts classiques hein, des formations en présentiel ou en distanciel, par exemple celles qui sont organisées par l'IFC pour le moment autour du référentiel des compétences initiales. Mais je pense qu'il faut envisager aussi probablement d'autres dispositifs, hein, je dirais des communautés de pratique professionnelles, éventuellement accompagnées par des académiques, pourquoi pas. Effectivement, la possibilité de pouvoir compter sur des référents dans les écoles, en fait, je dirais même que c'est un dispositif sur lequel on fait de plus en plus reposer des attentes, hein, par exemple parcours d'éducation culturelle et artistique, eh bien, la mise en œuvre, le déploiement de ce parcours reposera notamment sur la présence de référents. Mais je pense qu'effectivement, voilà, au vu de ce qui arrive, de ces référentiels qui bousculent quand même pas mal, effectivement, voilà, il va falloir vraiment faire preuve de créativité, parfois sortir un peu des sentiers battus, mais en tout cas accorder une très grande importance à ça.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions qui m'étaient adressées. Il en reste juste une que je viens de relever, à laquelle je pense qu'on n'a pas tout à fait bien répondu. Je peux y répondre, Geoffroy? Évidemment. Ok. Dans les questions, il y en avait une qui consistait à demander comment faire figurer clairement les croisements disciplinaires dans les pages de garde des préparations de leçons. Donc, on est ici vraiment dans la question de la formation des futurs enseignants. En fait, il n'y aura pas de balises claires pour proposer une matrice commune de préparation pour les jeunes enseignants. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai tout à fait bien compris dans la question. Je pense que les formateurs d'enseignants ont des différentes hautes écoles, ont leur matrice de préparation pour les étudiants. Cela dit, comme me le disait Kathleen, la discipline principale reste lié à l'objectif d'apprentissage de la séquence et à l'objectif principal d'apprentissage. Mais c'est vrai que je trouve que l'idée de faire apparaître ces croisements dans les préparations des futurs enseignants, c'est intéressant, c'est une bonne idée. Voilà. Et alors, je te rejoins, hein, Geoffroy, la question de la formation des futurs enseignants et la formation continuée des enseignants va nécessiter une grande attention et un soin particulier si on veut que non seulement les enseignants adhèrent au changement et aussi le mettent en œuvre de manière efficace. Voilà, c'est tout pour moi. Merci en tout cas, et on vous rejoint dans cette idée de formation mais aussi des formateurs d'enseignants. Donc, je pense que c'est un autre chantier qui est essentiel. Merci à vous trois de vous être prêtés à ce jeu des questions-réponses, qui n'est pas un jeu très confortable parfois, et vous en êtes sortis avec brio. Et donc, voilà, c'est le 5e référentiel qu'on présente. On commence à avoir une idée assez globale du paysage des futures disciplines qui vont émailler le tronc commun, et d'où on revoit toujours cette complexité, cette ambition de ce projet. C'est vraiment assez, enfin, très intéressant. Merci. Et donc, la semaine prochaine, nous enverrons le replay, donc la vidéo de ce webinaire, ainsi que le PowerPoint, en fait. Et donc, vous aurez l'occasion de retrouver les slides qui vous intéressaient par rapport à une question qui avait été posée. Et un autre point qui est important dans nos différentes rencontres avec les établissements faisant suite à ces webinaires, on entend souvent un besoin d'approfondir certains points. Et donc, lorsque nous vous enverrons l'évaluation de ce webinaire après le bloc 2, donc après la prochaine formation, on vous enverra l'évaluation, une demande d'évaluation de ce webinaire. N'hésitez pas à être concret et vraiment à spécifier, préciser, si c'est le cas, évidemment, le besoin d'approfondissement que vous auriez. C'est essentiel pour nous pour voir si effectivement on est apte à apporter une réponse à ce besoin. Donc voilà, ce sera après le 7 mai. Et donc les prochains 2 événements seront le 7 mai avec l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, et le 21 mai, langue moderne. Donc n'hésitez pas à le dire à vos collègues et à forwarder l'info. Et la meilleure manière pour recevoir cette information, c'est de vous inscrire à la newsletter, à notre newsletter, donc de la cellule de la réforme de la formation initiale des enseignants, en allant sur le site. Donc la référence du site est sur la slide ici. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Et vous voyez effectivement que le dernier webinaire qui était prévu en mai a été reporté parce que le référentiel de formation historique, géographique, économique et sociale, donc sciences humaines, n'était pas encore suffisamment stabilisé. Et donc, on préférait attendre septembre. Je pense que ce sera le 24 septembre, mais on vous confirmera cette date. On vous remercie et à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Bonne journée.